Dans notre monde extrêmement numérisé, maîtriser les mathématiques est une sorte de super pouvoir, et celui-ci peut être utilisé pour le bien du plus grand nombre, ou non. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a 2 décennies, la NSA semble assez clairement avoir exploité ce super pouvoir pour faciliter la cybersurveillance de masse de l'ensemble de la planète, mais aussi la prise de contrôle à distance des objets électroniques. Heureusement, dans le cas de la cyberattaque de la NSA dont on va parler, d'un côté les mathématiciens de la NSA n'ont pas été particulièrement brillants, et surtout la même maîtrise des mathématiques des membres de la société civile a permis d'identifier et de contrecarrer les plans de la NSA qui, rappelons-le, est sous l'autorité du président des États-Unis d'Amérique, auquel il est sans doute raisonnable de n'avoir qu'une confiance limitée, voire très limitée. Réglé sur le mode paranoïaque. Bizarrement, pour comprendre comment la NSA a essayé et failli réussir à piéger tous nos systèmes d'information, il va nous falloir faire un petit détour vers les courbes elliptiques, des objets absolument remarquables de la géométrie algébrique et qui sont devenus des composants essentiels de la cryptographie moderne. En fait, pour regarder la vidéo que vous regardez en ce moment, et en particulier pour certifier qu'elle est bien une vidéo envoyée par YouTube, votre smartphone ou votre ordinateur a dû effectuer des opérations sur des courbes elliptiques. Donc c'est pas juste des principes abstraits. De façon générale, une courbe elliptique est définie comme l'ensemble des solutions xy de l'équation y² plus x³ plus ax plus b. Le cas suspicieux de la NSA considérait le cas particulier où a est égal à -3 et b est égal à 4, 1, 0, 5, 8, 3, 6, 3, 7, 2, 5, 5, 2, 1, 2, 2, 9, 3, 2, 6, 1, 2, 9, 7, 8, 0, 4, 7, 2, 6, 8, 0, 9, 1, 1, 4, 4, 1, 0, 5, 9, 9, 3, 7, 2, 5, 5, 4, 8, 3, 5, 2, 5, 6, 3, 1, 4, 0, 3, 9, 4, 6, 7, 4, 0, 1, 2, 9, 1. Pourquoi cette valeur? Eh bien, justement, ce choix de la valeur de b paraît étrange parce qu'elle est très peu justifiée. Par opposition, l'une des courbes elliptiques les plus standards aujourd'hui et donc les plus sécurisées, c'est une courbe appelée curve 25519 et qui est définie par y² est égal à x³ plus 486 662 x² plus x. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est pas tout à fait une courbe elliptique en forme standard, ce qui permet d'accélérer certains calculs, mais ce que je veux vous montrer, c'est surtout que ces constantes sont beaucoup plus simples et donc a priori plus justifiées que celles de la NSA. Mais oublions ces bizarreries très suspectes pour l'instant. Ce qui est intéressant à voir, c'est que si on trace la courbe y² est égale à x³ plus ax plus b dans un logiciel comme Desmos, par exemple ici pour a est égal à 1 et b est égal à 1, on obtient cette figure assez caractéristique. Et maintenant, regardez ce qu'il se passe quand on fait varier les valeurs de a et de b. C'est plutôt joli toutes ces courbes, non? Waouh! C'est dingue, non? Mais ça correspond aux solutions xy pour le corps des nombres réels. C'est donc la courbe elliptique en nombres réels. Mais les mathématiciens se sont amusés à explorer des solutions dans d'autres corps de nombres. Si on considère les solutions dans le corps des nombres complexes, on obtient alors une surface fermée mais avec un trou. On parle de tore, un peu comme celui qu'on avait vu dans cette vieille vidéo. Et ça, c'est quand même assez joli. Mais visiblement, pour les mathématiciens, ce n'est pas encore assez joli. Ils s'intéressent en particulier bien souvent beaucoup plus au corps des nombres rationnels, c'est-à-dire les fractions de nombres entiers. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je ne saurais suffisamment vous recommander cette excellente vidéo d'LJJ, où on voit que ces courbes sont en fait plein de points discrets. Mais ce n'est pas tout. Les mathématiciens vont aussi chercher à identifier les solutions des courbes elliptiques dans d'autres corps de nombres, comme par exemple dans le corps des nombres p-adiques, qui ont notamment été utiles pour prouver le fameux dernier théorème de Fermat. Vraiment, ils vivent dans un autre monde. Mais si vous avez suivi cette série sur la cybersécurité, vous savez désormais qu'en cryptographie, les solutions qui nous intéressent le plus, ce sont les solutions dans les corps finis, comme celui des nombres modulo à un grand nombre premier p. Dans le cas de l'équation de la NSA, qui définit un protocole appelé dual ECDRBG, ce nombre premier est P est égal à 1, 1, 5, 7, 9, 0, 8, 9, 1, 0, 3, 5, 6, 2, 4, 8, 7, 6, 2, 6, 9, 7, 4, 6, 9, 4, 9, 4, 0, 7, 5, 7, 3, 5, 2, 9, 6, 9, 5, 5, 2, 2, 4, 1, 3, 5, 7, 6, 0, 3, 4, 2, 4, 2, 2, 2, 5, 9, 0, 6, 1, 0, 6, 8, 5, 1, 2, 0, 4, 4, 3, 6, 9. Vous avez dit louche? Pour la courbe curve 25519, qui pour rappel est la plus standard et la plus sécurisée aujourd'hui, on a P est égal à 2 puissance 255 moins 19. C'est quand même beaucoup plus propre que le choix étrange de la NSA. C'est d'ailleurs de la valeur de ce nombre premier que vient le nom de la courbe curve 25519. Et en plus d'être une expression relativement naturelle, les nombres du corps peuvent tous être écrits avec 256 bits, et les calculs peuvent même être optimisés car P est égal à 2 puissance 255 moins 19 est un quasi-nombre premier de Mersenne, comme on en a parlé dans une vidéo précédente. Là, le plus compliqué, c'est d'arriver à suivre le rythme.
La propriété fondamentale des courbes elliptiques, quel que soit le corps des nombres qu'on considère, c'est que l'ensemble de ces points peuvent être combinés algébriquement. Autrement dit, étant donné n'importe quel point P et Q déjà sur la courbe, je peux combiner P et Q pour fabriquer un troisième point R sur la courbe. Et la manière la plus simple de voir comment cette composition des points d'une courbe elliptique opère consiste à revenir au cas le plus visuel, à savoir celui du corps des nombres réels, puisqu'on a vu qu'une courbe elliptique ressemble alors vraiment à ce qu'on appelle courbe, en tout cas dans le langage courant. Considérons deux points P et Q sur cette courbe. Je peux alors construire un troisième point R sur cette courbe en traçant la droite qui passe par P et Q, en observant ensuite qu'elle coupe la courbe elliptique par un troisième point, et en prenant le symétrique de ce point selon l'axe des abscisses. On vient là d'additionner P et Q. Et si je vous décris ces opérations géométriquement, on peut très bien avoir une description algébrique aussi grâce à la magie de la géométrie algébrique. Allez, on va se lancer dans une minute de calcul que vous pouvez sauter sans perdre le fil de la vidéo si les détails algébriques ne vous intéressent pas plus que cela. Une démonstration mathématique là qu'on va faire. Ça va pas être trop difficile à suivre? Appelons y au carré est égal x au cube plus ax plus b la courbe elliptique et y est égal à cx plus d la droite qui passe par P et Q. Déterminer les intersections entre la courbe elliptique et la droite, ça revient à résoudre ces deux équations à la fois. En injectant l'expression de y donnée par l'équation de la droite dans l'équation de la courbe elliptique, on obtient cx plus d au carré est égal à x au cube plus ax plus b, ce qu'on peut réécrire c carré x carré plus 2cdx plus d au carré est égal à x au cube plus ax plus b. Allez, maintenant je vais tout mettre à droite de l'équation, on obtient alors x au cube moins c carré x carré plus a moins 2cdx plus b moins d au carré est égal à 0, ce qui est une équation de degré 3 en x. Et là, on pourrait vouloir sortir la calculatrice et les formules de Cardan pourraient résoudre cette équation d'ordre 3, mais il y a une remarque plus maligne à faire. En effet, on sait que parmi les points d'intersection entre la courbe elliptique et la droite, il y a les points P, Q et R. Mais donc, on sait que les abscisses de ces points sont solutions de l'équation. Appelons xp, xq et xr ces points d'intersection. Alors, d'après la théorie des polynômes, on sait que toute équation de degré 3 qui s'annule en ces trois points doit s'écrire x moins xp fois x moins xq fois x moins xr. On sait que du coup, x au cube moins c carré x carré plus a moins 2cd x plus b moins d au carré est égal à x moins xp fois x moins xq fois x moins xr. On y est presque. Maintenant, on va développer le terme de droite, ce qui donne x moins xp fois x moins xq fois x moins xr est égal à x au cube moins xp plus xq plus xr fois x au carré, plus d'autres termes. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'identifier les coefficients de degré 2. En effet, par égalité des polynômes, on sait qu'on doit avoir c au carré est égal à xp plus xq plus xr. Mais donc, xr est égal à c au carré moins xp moins xq. Or c, ça correspond à la pente de la droite qui passe par P et Q, et donc sa valeur, c'est le taux d'accroissement entre les points P et Q, ce qui est donné par c est égal à yp moins yq divisé par xp moins xq. On peut ensuite en déduire YR en utilisant le fait que R est sur la droite, ce qui donne YR est égal à CXR plus D, ce qui est égal à YP moins YQ fois XR moins XP divisé par XP moins XQ plus YP. On a réussi à trouver les coordonnées du point R. Pour trouver ensuite la valeur de la combinaison de P et de Q, il nous faut prendre le symétrique de R, c'est-à-dire remplacer YR par moins YR. Si vous n'avez pas suivi tous ces calculs, ne vous en faites pas. Ce que je veux vraiment vous montrer, c'est que les coordonnées du point obtenu en combinant P et Q peuvent s'obtenir à l'aide uniquement d'addition, de soustraction, de multiplication et de division des coordonnées de P et de Q. Et c'est ça qui rend la géométrie algébrique si puissante. En effet, désormais, on peut oublier complètement l'interprétation géométrique et utiliser uniquement ces relations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, qui existent dans tous les corps de nombres. En particulier, la construction se généralise au corps des nombres complexes, rationnels et p-adiques, mais aussi et surtout au corps fini. Pour les corps finis aussi, n'importe quelle paire de points d'une courbe elliptique peut se combiner et nous fournir un troisième point de la courbe elliptique, alors que cette courbe elliptique est, rappelons-le, un ensemble fini de points xy, où x et y sont des nombres d'un corps fini. À moins que... Enfin, il y a un petit détail que j'ai sauté. Et oui, dans nos équations, on a une division par xp moins xq. Or, si xp est égal à xq, alors xp moins xq est égal à 0, et on a donc une division par 0. Et une division par 0, c'est vraiment ultra interdit, non seulement dans le corps des nombres réels, mais aussi dans tous les autres corps, y compris donc dans le corps des nombres finis. Mais donc, que faire si xp est égal à xq ?
Eh bien, si on regarde notamment la courbe elliptique pour les nombres réels, il y a exactement deux cas où P et Q sont sur la courbe et où ils ont la même abscisse. Soit P est égal à Q, soit P est le symétrique de Q selon l'axe des abscisses. Dans le premier cas, l'astuce est de dire que Q est un point limite d'une suite Q1, Q2, Q3 et ainsi de suite qui tend vers P. On va alors exiger que la combinaison de P et de Q est la limite des combinaisons de P et des Q de n. Formellement, ceci revient à considérer la tangente à la courbe elliptique qui passe par P et à définir la combinaison de P et Q comme étant le symétrique de l'autre intersection de la tangente avec la courbe elliptique. Dans le second cas, où P et Q sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, on va considérer que la combinaison de P et Q va être égale à un point fictif qu'on va appeler 0. On va considérer que ce 0 est un point un peu spécial de la courbe elliptique. Ce point fictif aura par ailleurs la propriété de n'avoir aucun effet quand on le combine à n'importe quel autre point de la courbe. Autrement dit, combiner 0 et P fait P. Et voilà, on a notre façon de combiner toutes les paires de points de notre courbe elliptique étendue. Super ça. On dit que l'opération qu'on a définie est une loi de composition interne et on peut noter le résultat, S est égal à compo de P et Q. Et on peut même faire la remarque que cette loi de composition a de très belles propriétés. Pour commencer, il y a un élément neutre dans le sens où il y a un point qui a un effet nul sur tout autre point. Et ce point en question, c'est le point fictif qu'on a rajouté, à savoir 0. En effet, quel que soit le point P de la courbe elliptique, on a composition de P et de 0 est égale à la composition de 0 et de P qui est égale à P. Deuxième propriété remarquable, c'est que pour tout point P de la courbe elliptique, il existe un point Q de la courbe elliptique qui est son symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Ça implique que pour tout point P de la courbe, il existe un point Q qui est son symétrique par rapport à l'axe des abscisses, tel que la composition de P et Q est égale à 0. On dit que la loi de composition interne est inversible et que Q est l'inverse de P. Maintenant, si P, Q et R sont des points de la courbe elliptique, alors on peut démontrer que si je compose d'abord P et Q, puis je compose ce résultat à R, j'obtiens alors le même résultat que si je compose d'abord Q et R et que j'ajoute le résultat à P. Bon, ça requiert des calculs pour le vérifier, c'est pas si évident, mais en tout cas, ça implique que la loi de composition est associative. Enfin, la dernière propriété fondamentale de cette loi de composition interne, c'est que si P et Q sont des points de la courbe elliptique, alors la composition de P et de Q est égale à la composition de Q et de P. Et ça vient simplement du fait que la droite qui passe par P et Q, c'est la même que celle qui passe par Q et P. Ces deux points jouent un rôle symétrique dans la définition géométrique de la loi de composition des points de la courbe elliptique. Comme l'ordre des points n'importe pas, on dit que la loi de composition interne de la courbe elliptique est commutative. L'ensemble de ces quatre propriétés remarquables de la courbe elliptique, qu'on a étendue avec le point 0 et qu'on a muni de sa loi de composition interne, forment alors ce qu'on appelle un groupe commutatif. Et de façon remarquable, ce sera le cas quel que soit le corps des nombres sur lesquels la courbe elliptique est définie. Et dorénavant, je vous propose de simplifier les notations et de remplacer l'opérateur compo par un signe usuel pour les groupes commutatifs. Dans cette vidéo, je vais utiliser le signe O+, pour montrer que ça ressemble à l'addition sans être exactement l'addition usuelle. Mais dans beaucoup de ressources, notamment sur Wikipédia, cette opération est simplement notée avec le signe plus usuel. Faites très attention toutefois, l'addition des points de la courbe elliptique n'est pas du tout une addition usuelle. Ça se ressemble, donc à la fin, on fait plus trop la différence. En particulier, elle ne correspond absolument pas à l'addition des coordonnées. C'est une opération plus complexe, mais de façon importante, ça reste une opération algébrique, conformément aux équations qu'on a identifiées plus tôt. Bien sûr, en cryptographie, le cas qui nous intéresse particulièrement, c'est celui des corps finis. Et en fait, ce qui nous intéresse même particulièrement en cryptographie, ça va être le groupe cyclique engendré par un point de la courbe. Pour bien se rendre compte de la magie des courbes elliptiques, j'ai développé une petite application web accessible à ellipticurve.sansfall.org/fr.html. Vous pouvez rentrer vos paramètres de la courbe elliptique, à savoir les coefficients a et b de l'équation y au carré est égal à x au cube plus ax plus b, et le nombre p modulo lequel on va effectuer les calculs. Pour a est égal à 1, b est égal à 1 et p est égal à 5, c'est-à-dire pour la courbe y carré est égal à x au cube plus x plus 1 modulo 5, on peut tracer un quadrillage dont les intersections sont les points xy qui sont des entiers modulo p, et on peut ensuite placer explicitement ceux qui sont solutions de l'équation de la courbe elliptique modulo p. L'ensemble des points à l'écran correspond exactement à la courbe elliptique. Ou presque, n'oublions pas ce fameux point à l'infini, ce 0 qui n'est pas représenté sur ce dessin. Dans le cas de notre courbe à l'écran, ça nous fait une courbe composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 points. C'est limpide, non ?
Ainsi, le point x égale 0, y est égal à 1 est bien un point de la courbe elliptique puisqu'il vérifie bien l'équation y au carré est égal à x au cube plus x plus 1. En effet, si je remplace y par 1, j'obtiens 1 à gauche, et si je remplace x par 0 à droite, j'obtiens 0 plus 0 plus 1 qui est égal à 1. De même, le point 2, 1 est aussi solution, puisque y au carré est alors égal à 1 au carré est égal à 1 modulo 5, et x au cube plus x plus 1 est égal à 2 au cube plus 2 plus 1, qui est égal à 8 plus 2 plus 1, qui est égal à 11, qui est aussi 5 plus 5 plus 1, qui est égal à 1 modulo 5, puisque 5 est égal à 0 modulo 5. Sur le corps fini des nombres modulo 5, clairement, notre courbe elliptique ne ressemble plus trop à une courbe. Néanmoins, l'ensemble de ces points n'a absolument rien d'aléatoire. Au contraire, il dispose de nombreuses propriétés fascinantes. Ah bon? On peut commencer par observer une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, qui vient tout simplement du fait que y doit être racine carrée de x au cube plus x plus 1. Et donc si y est une racine carrée, alors moins y le sera aussi. De façon plus spectaculaire, si je prends deux points de la courbe elliptique, ils couperont un troisième point de la courbe. Par exemple, si je prends les points 0, 1 et 2, 1, alors la droite qui passe par ces deux points coupera un troisième point, à savoir moins 2, 1. D'ailleurs, ça implique que la somme 0, 1 au plus 2, 1 dans la courbe elliptique va donner comme résultat l'image du troisième point moins 2, 1 par l'axe des abscisses, à savoir moins 2, moins 1. On vient de construire l'égalité 0, 1 au plus 2, 1 est égal à moins 2, moins 1. De même, la droite qui passe par moins 1, moins 2 et 0, moins 1 passe aussi par 2, 1, ce qui revient à dire que moins 1, moins 2 au plus 0, moins 1 est égal à 2, moins 1. Mais il y a plus vicieux. Si je prends maintenant la droite qui passe par moins 1, moins 2 et 2, moins 1, on pourrait croire dans un premier temps qu'elle ne passe pas par un troisième point de la courbe elliptique. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille modulo un nombre premier p. Et donc, en fait, le point tout à droite, en 2,5, 0,67, c'est en fait le même que le point à gauche en moins 2,5, moins 0,67. En fait, l'ensemble des coordonnées modulo p, ça correspond au monde de Pacman où les côtés opposés sont en fait collés. Dans le jargon, on parle en fait de tore carré, comme celui dont je vous avais parlé dans une vieille vidéo. Bref, du coup, la droite qui sort à droite doit réapparaître à gauche. Et quand elle sort en haut, elle doit réapparaître en bas. Et c'est ainsi que cette droite finit bel et bien par couper un troisième point, à savoir moins 2, 1. Magique, non ? C'est puissant, hein? Eh bien, sur l'application que j'ai développée, vous pourrez tester la combinaison de toutes sortes de paires de points et vous verrez qu'il y a toujours une troisième intersection. Et ça, c'est quand même assez fou. Vraiment, je vous mets au défi de placer dans l'espace un ensemble de points de la sorte qui a ce genre de propriétés sans invoquer la géométrie algébrique et la théorie des corps finis. Comme vous le voyez, grâce à ces outils fantastiques, cela marche tout le temps. Ou presque. Voici un cas où ça ne marche pas. Si je prends deux points avec la même abscisse, comme 0, 1 et 0, 1, je n'ai pas de troisième intersection. Mais j'imagine que vous voyez comment résoudre ce problème. En fait, on a introduit le 0 des courbes elliptiques précisément pour résoudre ce problème. On va considérer que la droite qui passe par deux points symétriques selon l'axe des abscisses passe par un troisième point de la courbe elliptique, à savoir le 0 qui est en gros l'infini en haut. Et d'ailleurs, on voit que cela implique bien que les points symétriques selon l'axe des abscisses sont bien des inverses selon l'opération des courbes elliptiques. En effet, 0, 1 au plus 0, moins 1 est égal à 0, ce que l'on pourrait réécrire 0, 1 est égal à au moins 0, moins 1. Enfin, si vous testez toutes les possibilités, vous finirez peut-être par trouver d'autres exceptions. Par exemple, la droite qui passe par moins 2, moins 1 et 0, 1 ne semble couper aucun point. Bizarre, non ? Si vous regardez l'application, vous verrez qu'elle dit toutefois que leur combinaison est censée donner le point moins 2, 1. Vous voyez ce qu'il se passe ? On semble avoir moins 2, 1 au plus 0, 1 qui est égal à moins 2, 1 qui est égal aussi à au moins 2, moins 1. Mais donc, on a en fait moins 2, 1 au plus 0, 1 au plus moins 2, 1 est égal à 0. En fait, la droite qui passe par moins 2, 1 et par 0, 1 passe deux fois par moins 2, 1. C'est une droite qui est en fait tangente à la courbe elliptique en moins 2, 1. Vous pouvez le vérifier sur l'application en traçant la droite qui passe par moins 2, 1 et moins 2, 1. Elle passe bien par 0, 1. Et ça, c'est en fait la seule exception à la règle des trois intersections entre une droite et la courbe lorsqu'on tient bien compte du point à l'infini tout en haut. Bref, je vous laisse explorer l'application si vous voulez bien sentir les courbes elliptiques sur les corps finis. Mais gardez toutefois en tête que ce que vous pourrez visualiser, ce sera inéluctablement restreint à de petits nombres premiers p. Ce qui rend les courbes elliptiques si utiles en cryptographie, c'est précisément leur complexité pour de grandes valeurs de p, pour lesquelles tout effort de visualisation est malheureusement un peu peine perdue.
En pratique, en cryptographie, on va considérer un point G de la courbe elliptique ainsi que tous les points que l'on peut obtenir en ajoutant G à lui-même un certain nombre de fois. Appelons ainsi WG le résultat de l'addition G plus G plus G plus G ainsi de suite avec W copie du point G. L'ensemble des points obtenus ainsi est appelé le groupe cyclique généré par le point G. Prenons l'exemple de G est égal à 2, 1, de la courbe Y carré est égal à X au cube plus X plus 1 modulo 5. D'après l'application, on a alors 2G est égal à G au plus G est égal à 2 moins 1. Puis 3G est égal à G au plus 2G qui est égal à 2, 1 au plus 2 moins 1 qui est égal à 0. On vient de retomber à 0 après 3 itérations. Mais du coup, 4G est égal à G au plus 3G qui est égal à G au plus 0 qui est égal à G. En fait, le groupe généré par G n'a ici que 3 éléments. En particulier, on n'a absolument pas visité les 9 points de la courbe elliptique Y carré est égal à X au cube plus X plus 1 modulo 5. Si vous avez vu la vidéo sur les nombres premiers sûrs, cela ne vous surprend peut-être pas. En fait, Y carré est égal à X au cube plus X plus 1 modulo 5 n'est pas une très bonne courbe elliptique car son nombre de points, à savoir 9, est un nombre friable, c'est-à-dire qu'il s'écrit comme le produit de nombres premiers, tous très petits. A l'inverse, considérons la courbe Y carré est égale à X au cube plus 2X plus 1 modulo 5. Comme vous pouvez le voir dans l'application, cette courbe a 6 points finis, plus le point 0 à l'infini, soit un total de 7 points. Et 7, c'est beaucoup mieux que 9, puisque 7 est un nombre premier. En particulier, peu importe votre point G initial, le groupe engendré par G va lui bien passer par tous les points de la courbe elliptique. Voilà, je préfère ça. Notez que curve 2, 5, 5, 1, 9 n'a en fait pas cette jolie propriété, mais elle l'a presque. Son nombre de points est en fait égal à 8 fois R, où R, qui est donné par cette équation, est lui bel et bien un nombre premier dont la taille est cryptographiquement grande. En particulier, en pratique, on a choisi un point G de curve 2, 5, 5, 1, 9, tel que le groupe engendré par ce point G est d'ordre R uniquement. Ce groupe engendré par G est alors isomorphe au groupe additif des entiers modulo R, mais de façon cruciale, cet isomorphisme est à sens unique. C'est facile de calculer W fois G étant donné un nombre W modulo R, mais c'est très difficile étant donné un point X du groupe engendré par G de déterminer une valeur W modulo R telle que X est égal à WG, même lorsqu'on dispose d'une superpuissance numérique. En fait, ce X est égal à WG des courbes elliptiques, c'est exactement l'équivalent du X est égal à G puissance W modulo P dont on avait parlé dans une vidéo précédente. En particulier, si X est égal à WG peut se calculer rapidement, c'est grâce à l'astuce des carrés répétés. Formellement, le nombre d'opérations nécessaires sera logarithmique en R, et de manière pratique, ça veut dire que X est égal à WG peut se calculer très rapidement, même pour des valeurs cryptographiquement grandes de W. Toutefois, à l'inverse, étant donné les coordonnées d'un nombre x d'une courbe elliptique, déterminer pour quelle valeur de W on a x est égal à WG, eh bien, on ne sait pas faire. Mieux encore, on suspecte que personne ne saura le faire à moins de lister une bonne partie des plus de 2 puissance 252 valeurs possibles de WG, jusqu'à en trouver une qui correspond à x. Dit autrement, on pense que le problème du logarithme discret pour les courbes elliptiques est essentiellement impossible pour les superpuissances numériques d'aujourd'hui, même si on sait que celles qui auront un calculateur quantique dans le futur pourront inverser ce composant fondamental de la cryptographie moderne. Mais oublions les calculateurs quantiques pour aujourd'hui comme le font en gros presque toutes les entreprises de cybersécurité. On considère souvent qu'aujourd'hui, x est égal à WG est une fonction à sens unique, d'autant que le nombre d'éléments qu'on peut ainsi construire, à savoir R, est un nombre premier, ce qui empêche toute attaque à la Polig-Hellman dont on a parlé dans un épisode précédent. Ok, tout ça c'est mathématiquement super joli, mais en a-t-on vraiment besoin ? Pourquoi a-t-il fallu faire des mathématiques aussi complexes pour pouvoir faire de la cryptographie ? Est-ce que l'exponentiation modulaire qu'on a vu plus tôt dans cette série ne suffit pas ? Et quid de RSA dont je vous avais parlé sur la chaîne String Theory ? Si tu pouvais utiliser des mots simples. Pour rappel, RSA est une autre technique de chiffrement qui s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle multiplier deux très grands nombres premiers P et Q pour obtenir n est égal à P fois Q est une fonction à sens unique, facile à faire et extrêmement difficile à défaire. De même, l'exponentiation modulaire s'appuie sur la fonction x est égal à g puissance w modulo p, qu'on suppose aussi être à sens unique. Et en gros, oui, ces opérations sont à sens unique contre les meilleurs calculateurs et les meilleurs algorithmes d'aujourd'hui. Mais elles ne le sont en fait pas maximalement.
Plus précisément, l'algorithme généralisé du crible de nombres est capable de casser ces deux problèmes en un temps qui est environ exponentiel de racine cubique de 64 divisé par 9 fois log de p puissance 1 tiers fois log de p puissance 2 tiers, qui est une expression qui est en fait sous-exponentielle en le nombre de chiffres du nombre premier p. Alors, c'est sous-exponentiel dans le sens où ça finit par être inférieur à n'importe quelle fonction e puissance c log p, pour toute valeur de c, mais qu'on soit clair, ça reste super polynomial en le nombre de chiffres de p, et en particulier infaisable par les supercalculateurs dès que p a beaucoup de chiffres. Mais pour être un peu plus pointilleux, on peut quantifier la sécurité d'un nombre premier p, comme on l'a vu dans un épisode précédent. L'idée, c'est d'utiliser la mesure en nombre de bits b de sécurité calculatoire, c'est-à-dire le nombre b tel qu'un attaquant pourra casser le chiffrement en effectuant 2 puissance b opérations. Je vous épargne des détails de calcul, mais si on appelle k le nombre de chiffres de p en écriture binaire, alors le nombre de bits de sécurité calculatoire sera donné par b est égal à log en base 2 de l'exponentielle de la racine cubique de 64 divisé par 9 fois log de k log 2 à la puissance 2 tiers. Avec 1024 bits de P, on obtient un B à peu près égal à 87 bits de sécurité. Et ça, c'est bien, mais c'est parfois pas suffisant. En pratique, on a tendance à viser 120 bits de sécurité pour la plupart des applications, ce qui requiert de choisir des nombres premiers P à 3072 bits. Plus précisément, pour des clés de 3072 bits, on aura environ 139 bits de sécurité. Super ça. Cependant, cette vulnérabilité de l'exponentiation modulaire et de RSA à l'algorithme généralisé du crible des nombres, elle vient vraiment des propriétés des nombres sur lesquelles s'appuient fortement ces solutions cryptographiques. En particulier, jusque-là, personne n'a su généraliser cet algorithme pour casser le chiffrement par courbe elliptique, sauf pour certaines courbes elliptiques avec des propriétés très particulières. En fait, l'algorithme le plus rapide connu pour casser le chiffrement par curve 25519 est l'algorithme Rho de Pollard, qui requiert un temps de calcul de l'ordre de racine carrée de P. Racine carrée de P, c'est bien exponentiel en le nombre de chiffres de P, puisqu'on peut l'écrire 2 puissance k divisé par 2, où k est égal à log en base 2 de P, est le nombre de chiffres de P. Et du coup, en utilisant un P est égal à 2 puissance 255 moins 19, comme dans la courbe curve 25519, ce nombre de chiffres est k est égal à 254, ce qui permet de garantir B est égal à k divisé par 2, qui est égal à 127 bits de sécurité. Autrement dit, on a la même sécurité malgré des clés 10 fois plus petites. Voilà qui permet à la cryptographie par courbe elliptique d'être significativement moins coûteuse en temps de calcul pour un même niveau de sécurité calculatoire. On cherche l'efficacité. Comme la fonction x est égale à g puissance w modulo p dont on a parlé dans la vidéo précédente, la fonction x est égale à w fois g est une fonction à sens unique qui est de surcroît un isomorphisme de groupe et est quasi commutative. Et du coup, on peut utiliser les mêmes constructions que celles de la vidéo précédente pour concevoir des protocoles de Diffie-Hellman pour créer des secrets partagés ou pour signer cryptographiquement des messages en s'inspirant de Elgamal. Alors c'est très bateau à dire. Dans Diffie-Hellman, avec courbe elliptique ou ECDH en anglais, Alice et Bob pensent chacun à un grand nombre secret aléatoire WA et WB. Typiquement, s'ils utilisent curve 25519, ils peuvent utiliser des nombres à 255 bits. Chacun calcule les points XA est égal à WA fois G et XB est égal à WB fois G qu'ils rendent ensuite publics. Alice calcule ensuite WA fois XB et Bob calcule WB fois XA. Et là, magie, on se rend compte qu'ils ont en fait calculé le même point S de la courbe elliptique. En effet, S est égal à WAXB, qui est égal à WA fois WBG, qui est égal à WA fois WB fois G. Et ça, c'est bien une expression qui est symétrique en A et en B. Et de manière cruciale, cette information partagée est bien secrète, car même en sachant G, XA et XB, un attaquant sera incapable de deviner ni WA, ni WB, ni S, en tout cas si on suppose que la fonction XA est égale à WA fois G, est bien une fonction à sens unique en WA. Ensuite, Alice et Bob vont typiquement appliquer une fonction de hachage au secret partagé S pour obtenir une clé partagée K est égale au H de S. Et c'est cette clé qui va être ensuite utilisée pour des communications chiffrées symétriquement, comme on le verra dans une future vidéo. Bah oui. Le cas de la signature cryptographique par courbe elliptique, ou ECDSA en anglais, est similaire en copiant cette fois le protocole d'Elgamal. Appelons R le nombre d'éléments de la courbe elliptique, qui dans le cas de curve 25519 prend cette valeur, et qui, rappelons-le, est premier. Pour signer le message, on va tirer au hasard un nombre k entre 1 et r-1. Puis on calcule grand R est égal à k fois g, et petit s est égal au h du message m, moins la coordonnée x du point r, fois w divisé par k modulo petit r.
Encore une fois, l'intuition, c'est d'obtenir un S qui mélange le message M, la clé privée W et de la randomisation via le nombre K. On publie alors la paire grand R petit s qui forme la signature cryptographique. La vérification s'effectue ensuite en vérifiant que H de M fois G est égal à petit s fois grand R plus la coordonnée selon X de grand R fois grand X. Alors, le protocole peut être davantage optimisé en publiant uniquement la coordonnée Rx de R, ce qui nécessite de diviser l'égalité de vérification par S et de regarder uniquement selon la coordonnée X, ce qui donne la coordonnée selon X de grand R est égale à H de M divisé par S fois G moins Rx divisé par S fois X, le tout dont on prend la coordonnée selon X. Notez toutefois que du coup, pour effectuer ce calcul, il faut que S soit différent de 0. Et bien là, on va faire une astuce à 2 balles. Si S est égal à 0, et ben on recommence depuis le début en tirant une autre valeur aléatoire de petit k. Enfin, une dernière chose qui n'a aucune importance théorique, l'algorithme standard remplace la soustraction dans le calcul de S par une addition, à savoir S est égal à H de M plus RXW divisé par K modulo R, ce qui donne ensuite la vérification Rx est égal à H de M divisé par S fois G plus Rx divisé par S fois X, dont on prend la coordonnée selon X. J'ai juste envie de vomir. Bref, les courbes elliptiques sont aujourd'hui abondamment utilisées pour chiffrer ou pour authentifier des messages. Mais, étrangement, c'est pour une autre application encore que la NSA proposa Dual EC DRBG. On y vient. On va enfin parler de la probable backdoor de la NSA. Pour commencer, parlons de ce que le protocole proposé est censé permettre. Ce protocole a été proposé pour produire des nombres aléatoires. Alors vous pourrez me demander, mais qu'est-ce que le hasard, qu'est-ce que l'aléatoire, qu'est-ce que signifie tout ça? Alors est-ce que tu n'aurais pas des trucs intéressants à nous dire? Bien, en pratique, ces questions un peu philosophiques importent assez peu. Ce qui importe, c'est surtout de produire une suite de nombres imprévisibles. Autrement dit, les nombres générés doivent être aléatoires au sens de Laplace et du bayésianisme, même en sachant tous les nombres aléatoires générés précédemment, idéalement, même le démon de Laplace, voire même plutôt le démon de Solomonoff, devrait être incapable de prédire le prochain nombre de la suite mieux que le hasard. Cette imprévisibilité du prochain nombre généré dans la suite est indispensable pour de nombreuses applications cruciales en cryptographie. Par exemple, comme on l'a vu, le protocole Diffie-Hellman requiert la génération de nombres aléatoires. Mais si vous avez un moyen de deviner le secret de Bob, alors vous pourrez non seulement usurper l'identité de Bob et dire à Alice des éléments trompeurs au nom de Bob, mais vous pourrez même usurper l'identité d'Alice et piéger Bob. Plus généralement, de nombreux systèmes modernes exploitent à foison ce qu'on appelle des tokens aléatoires, à savoir des nombres qu'Alice peut typiquement envoyer à Bob et que Bob pourra réutiliser pour affirmer être Bob. On parle de tokens ici, mais rien à voir avec les tokens des algorithmes de langage. Si ces tokens aléatoires peuvent être prédits, même uniquement de temps en temps, alors l'attaquant pourra régulièrement infiltrer de nombreux systèmes d'information, comme on l'a vu notamment lors du hack massif de Microsoft par des espions chinois. D'ailleurs, j'ai fait cette vidéo en septembre 2023. Et quelques mois plus tard, le CISA, l'Agence nationale américaine de la cybersécurité, a publié un rapport beaucoup plus incendiaire encore à propos des vulnérabilités de Microsoft. Je ne sais toujours pas comment les attaquants sont entrés dans leur système et si ces attaquants sont encore dans les systèmes de Microsoft. Aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Alors en pratique, un hasard imprévisible par le démon de Solomonoff est trop coûteux à obtenir, du coup on se contente de générer une suite de nombres en espérant qu'une superpuissance numérique soit incapable de la prolonger mieux que le hasard à cause de ses limites en puissance de calcul, comme on en a parlé dans une vidéo précédente. Et oui, pour rappel, toute super intelligence du monde physique reste très inférieure au démon de Solomonoff, qui d'ailleurs lui-même est très inférieur au démon de Laplace. Laplace! Eh bien, la NSA a proposé un algorithme qui génère une suite de nombres et a suggéré que toute superpuissance numérique sera incapable de prédire le suivant mieux que le hasard. Enfin, pour être exact, c'est le NIST, le National Institute of Standards and Technology, qui a proposé ce standard. Et c'est là qu'on va rentrer dans une frontière fine et floue entre théorie du complot et confiance justifiée en les institutions. Clairement, le NIST est proche de la NSA, mais ça ne veut pas dire que tout ce que dit le NIST est une backdoor. En tout cas, je vous assure ne pas avoir été contacté par le NIST pour leur rapport sur la sécurité de l'IA, même si le NIST cite un de mes algorithmes comme étant l'une des solutions à l'état de l'art à adopter pour atténuer les risques d'empoisonnement des modèles d'IA. Et plus généralement, quand le NIST justifie ses standards de cybersécurité par des recherches scientifiques publiées par des chercheurs indépendants dans des revues scientifiques de renom, comme c'est d'ailleurs davantage le cas de la cryptographie post-quantique dont on reparlera, il y a de quoi avoir raisonnablement confiance en ces recommandations. Mais le cas de l'algorithme de génération de nombres aléatoires proposé par le NIST en 2012 est beaucoup plus louche.
Cet algorithme s'appuie sur une courbe elliptique, à savoir y au carré est égal à x au cube moins 3x plus b, où b est ce très grand nombre, le tout dans le corps fini à p éléments, où p est cet autre grand nombre. Par ailleurs, le générateur de nombres aléatoires va s'appuyer sur deux points p et q de la courbe, dont les coordonnées sont ces autres grands nombres. D'ailleurs ici je vais donner leur écriture en hexadécimal, c'est-à-dire en base 16. Pour générer la suite, le NIST propose de commencer par prendre un nombre W0 à 256 bits qu'on appelle la graine ou seed en anglais. Puis l'algorithme calcule P1 est égal à W0 fois P avec l'exponentiation rapide. Et il définit son nouvel état W1 comme étant la coordonnée X de P1. Autrement dit, il pose W1 est égal à W0P dont je prends la coordonnée X. Notez que W1 est alors bien un nombre à 256 bits. Ce nombre est alors utilisé pour générer un nombre aléatoire en utilisant la même opération, mais cette fois à partir du point Q. Autrement dit, on pose R1 est égal à W1Q, dont on prend la coordonnée X, qui est lui aussi un nombre à 256 bits. En fait non, pour éviter de révéler trop d'informations, on va effacer les 16 premiers bits de la coordonnée X de W1 fois Q. On pose donc R1 est égal à trim 16 de W1Q selon la coordonnée X, où trim est donc cette fonction qui efface les premiers bits. Puis on réeffectue les mêmes opérations en partant de W1 au lieu de W0, autrement dit, la suite générée est définie par les équations WK est égal à la coordonnée X de WK-1 fois P, et RK est égal à trim 16 de la coordonnée X de WK fois Q. Et ce que le NIST prétend, c'est que sachant les observations R1, R2, R3 et ainsi de suite jusqu'à RK, il est impossible de deviner la valeur de RK plus 1. Ok, mais présenté ainsi, c'est déjà étrange. Est-ce qu'on a vraiment la garantie que cette suite paraît aléatoire? Est-ce que retirer 16 bits suffit vraiment? Et pourquoi avoir choisi ces deux points P et Q en particulier? Étonnamment, le NIST ne justifie pas le choix de ces points. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chercheurs indépendants suspectent fortement la présence d'une backdoor de la NSA. Réglé sur le mode paranoïaque. Pour commencer, notez que si on connaît R1, alors il ne reste que 16 bits à deviner pour déterminer la valeur avant trim, c'est-à-dire la coordonnée X de W1 fois Q. Sauf que 16 bits à deviner, ça fait 2 puissance 16 possibilités, soit seulement 65 536. Or, il est complètement gérable d'explorer toutes ces possibilités avec une machine. Étrange. Passons maintenant à l'autre bizarrerie, les choix de P et Q qui sont très mal justifiés dans le rapport du NIST. Si la NSA est malicieuse, alors elle a pu choisir un point Q de la courbe et choisir un nombre secret E à 256 bits. Lorsque je tombe sur la bonne valeur de la coordonnée X de W1 fois Q, alors je peux déterminer W1Q. Pour trouver la coordonnée selon Y, il suffit de résoudre l'équation Y au carré est égal à l'expression de la courbe elliptique en W1 fois Q. Et ça revient à calculer une racine carrée modulo P, ce que l'algorithme de Tonelli-Shanks permet de faire rapidement. Ok, mais maintenant pour prédire R2, ça serait bien de connaître W2. Est-ce possible? Eh bien, on a W2 qui est égal à la coordonnée selon X de W1 fois P. Et c'est là qu'une NSA malicieuse peut exploiter l'égalité P est égal à E fois Q avec connaissance de la valeur de E. En particulier, on aurait W2 est égal à la coordonnée selon X de W1 EQ qui est égal à la coordonnée selon X de E fois W1 fois Q. Vous le voyez venir? Sachant la coordonnée selon X de W1 fois Q, on peut en fait calculer le prochain état W2 du générateur et donc le nombre aléatoire R2 qu'il va générer. Alors bien sûr, en observant R1, on n'apprend pas la coordonnée selon X de W1 fois Q. Et donc on connaît 65 536 valeurs que R2 peut prendre. L'observation de R2 nous permettra alors quasi assurément de trancher sur la valeur de la coordonnée selon X de W1 fois Q, ce qui fait que le générateur de nombres aléatoires n'aura plus aucun secret pour nous. Ou plus précisément, il n'y aura plus aucun secret pour quiconque connaîtrait le secret E qui lie les points P et Q, dont les choix ont été si mal justifiés. Alors bien sûr, le NIST prétend que déterminer la solution E à l'équation P est égal à E fois Q revient à inverser une fonction qu'on considère être à sens unique. Mais le problème, c'est de savoir si le NIST a d'abord choisi E et a ensuite calculé P pour que cette équation soit vérifiée. Vu le peu d'explications sur le choix de ces points, personnellement, j'ai mon bullshit alerte rouge écarlate. Heureusement, c'était déjà le cas de nombreux autres chercheurs à l'époque, ce qui a permis de décrédibiliser assez rapidement cette proposition de standard un peu louche du NIST.
Ce dont j'espère vous avoir convaincu aujourd'hui, c'est que même les mathématiques les plus obscures, comme la géométrie algébrique, peuvent être des outils de contrôle, de chiffrement et de surveillance, et donc de sécurité nationale. Mais surtout, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que dès lors, les mathématiques et les mathématiciens ne peuvent plus considérer qu'ils sont purs et loin de toute implication sociale. En fait, de nos jours, le simple choix du sujet de recherche, qu'il soit du côté de l'implantation de backdoors indétectables ou du côté de recherche de backdoors et de solutions vraiment sécurisées, est un choix fondamentalement politique. Et ce que je dis là de la géométrie algébrique est bien entendu encore plus pertinent pour des sciences dont les applications à grande échelle et à court terme sont nombreuses, en commençant bien sûr par la recherche sur l'intelligence artificielle, par opposition par exemple à celle sur la gouvernance démocratique des algorithmes. Malheureusement, les tentations financières, y compris dans la recherche publique, vont trop souvent dans le mauvais sens. De nos jours, tout informaticien sera beaucoup mieux payé en travaillant pour des géants de la tech dont les externalités négatives sur la société vont de l'affaiblissement des démocraties à la complicité de génocide, qu'en travaillant au service de la cybersécurité et de la gouvernance algorithmique. Dans notre monde ultra numérisé, les mathématiciens parmi nous sont un peu devenus, qu'ils le veuillent ou non, des super-héros ou des super-méchants en puissance, avec malheureusement des trajectoires maléfiques toutes tracées qui les conduisent vers des multinationales privées qui trop souvent dépendent de gouvernements autoritaires. Les mathématiciens me semblent avoir une responsabilité immense à rendre leurs mathématiques plus socialement responsables, tout comme plus généralement tous ceux parmi nous qui avons le luxe de ne pas vivre dans le besoin grâce à la stabilité de nos démocraties, qui sont malheureusement beaucoup plus menacées aujourd'hui qu'elles ne l'ont été au cours des 70 dernières années. Si vous voulez davantage vous investir dans des sciences responsables, je ne peux que vous encourager à vous intéresser de plus près à la cybersécurité, mais aussi aux mathématiques de la gouvernance, incarnées notamment dans notre projet Tournesol. Et bien sûr, vous pouvez explicitement y contribuer, notamment en créant un compte sur la plateforme et en y évaluant les contenus de YouTube que vous pensez être le plus d'intérêt général. Pour toute l'aide que vous pourrez apporter à notre projet, je vous remercie grandement d'avance.